Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone que j'attendais, c'est le Poco X3 NFC. Poco NFC, eh bien tout simplement parce qu'il est compatible avec cette technologie, tout simplement. Mais surtout, c'est un smartphone qui est plutôt complet pour le prix. Puisque le prix de départ 229 €, bonne autonomie, écran 120 Hz, un design dans l'air du temps, c'est tout ce qu'on a pour le prix. Et franchement, c'est hyper attractif. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense vraiment. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas de nouvelles de Poco. Il y avait le X2 Pro qui avait été annoncé il y a déjà un petit moment, mais pas chez nous. Et ce X3 arrive de façon agressive sur la proposition. Il est très intéressant, il apporte des changements. Sur le visuel, on a tout ce que l'on attend d'un smartphone de 2020, c'est-à-dire un sans bordure propre et homogène, sauf pour le menton qui est un petit peu plus large. Cela dit, ça passe très bien, il y a plus visible et pour plus cher. On a le petit pinch hole, donc ce petit pinceau de façon très discrète, à ce en mode paysage ou même lorsqu'on utilise le smartphone, ça se fasse oublier. Il est plutôt lourd, c'est vrai qu'avec ces 215 grammes lorsqu'on utilise le smartphone, même si on s'y fait avec le temps, bien évidemment, ça se fait ressentir, mais c'est plutôt bien équilibré. La prise en main est agréable, quoique le smartphone est un peu grand pour ma part, mais pour visionner du contenu, pour jouer, c'est le top. Et ce smartphone est en plastique, tout en plastique. À savoir que le plastique au dos est agréable, mais on sent que c'est du plastique en main. Voilà, il n'y a pas ce faux semblant de verre comme certains constructeurs peuvent le faire. Et celui-ci marque très rapidement. Traces, tout, griffes, quoi qu'il arrive, vous le marquerez si vous ne faites pas attention. Il se démarque non pas par la face avant, mais par la face arrière, puisque celle-ci a deux choses bien visibles. Premièrement, c'est cette bande un peu striée qui prend toute la longueur du smartphone au dos et au milieu. Ça rejoint donc les capteurs, puisqu'ils sont logés dans un module assez spécial et inscrits en grand Poco, au cas où on oublierait. Pas du tout, c'est pour mettre la marque, bien évidemment, et je trouve ça pas distrait. Ça se démarque, mais c'est pas distrait. À savoir également que ce module photo est très imposant. C'est droit, c'est linéaire et arrondi sur les côtés. Ça se démarque aussi. Par contre, ça rejoint un cercle noir qui est présent autour. Ça donne un effet de relief sympa, mais qui n'est pas à mon goût. Le module est trop présent, est trop proéminent, est trop visible. Ça se fait ressentir, même lorsque l'on tient le smartphone en paysage, nos doigts vont aller sur les capteurs. C'est assez embêtant et je trouve ça un peu trop lourd et non pas grossier. Je ne sais pas comment l'expliquer, en tout cas, autant sur le visuel que sur le physique. C'est spécial, c'est ce que je cherchais. Cela dit, le 4 est légèrement bombé, ça rejoint les bords arrondis, ça c'est top pour la prise en main. Les boutons sont sur la tranche droite, très bonne chose, on-off, volume, on fait tout avec le pouce, ils sont atteignables avec une seule main, non pas comme l'écran, forcément puisqu'il est grand, mais en tout cas, ça c'est très pratique pour moi. Et d'ailleurs, ce bouton on-off sert également de lecteur d'empreinte digitale et celui m'a plutôt bluffé puisqu'il est plutôt rapide pour déverrouiller l'appareil. Un écran 6.67 pouces, Full HD+, 29e, LCD et 120 Hz. C'est ce qui fait la force de cette dalle. Mais forcément, il y a une concession. Ce n'est pas un écran OLED, c'est un écran LCD. Et franchement, sa luminosité est bonne. C'est lisible en extérieur, le contraste est bon. L'écran est vraiment bon en soi. Après, vous pourrez régler tout ça depuis les paramètres d'affichage, puisqu'il y a plusieurs modes. Je l'ai laissé en auto parce que le mode saturé sublime un peu trop les couleurs et le mode standard est un peu trop naturel. La base auto est simplement juste. Alors, 60-120 Hz, forcément c'est plus fluide, il y a moins de latence, ça crée une fluidité visuelle comme sur tous les autres smartphones qui possèdent un tel taux de rafraîchissement, mais il n'y a pas de latence. Je n'ai pas vu une seule latence ou de retard comme sur certains smartphones qui le proposent, puisque le 120 Hz est adaptatif et s'adapte donc au contenu que vous visionnez. Par contre, il y a un truc qui m'a bien fait rire. C'est quand vous allez dans les paramètres d'affichage pour régler le taux de rafraîchissement, ça nous montre un ralenti pas très propre sur le 60 Hz alors que le 120 est au top. Sincèrement, entre les deux, on voit une différence, mais il ne faut pas dire que le 60, c'est aussi mauvais que ça. Android 10, 1812. 1812 a été la bienvenue sur les smartphones de Xiaomi, a proposé beaucoup de changements. C'est au goût du jour, un visuel très propre, une énorme personnalisation, enfin tout y est pour que cette surcouche soit l'une des meilleures sur Android. L'aspect épuré c'est bien,
mais l'expérience utilisateur est encore plus importante. À savoir qu'il y a toujours ces petits problèmes de traduction, de recherche de paramètres, de tri dans ces paramètres à régler. Je l'ai toujours cité sur cette surcouche et je le recite encore. C'est pas ultra gênant, mais parfois c'est embêtant de ne pas trouver un paramètre assez rapidement ou d'avoir un problème de traduction ou de rechercher dans une application pour accéder à ce que l'on souhaite. Snapdragon 732G, un socle milieu de gamme orienté gaming, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage avec une version 64. Sincèrement, vous allez vous régaler dessus. Pas trop de latence sur les jeux lourds, ça fait tourner tous les jeux. Il n'y a aucun souci que ce soit au quotidien ou lors de grosses sessions de jeu, visionnage de vidéos, etc. Il n'y a rien à dire. Les performances sont très bonnes et on a ce que l'on attend de celui-ci. Et même si des ralentissements, il peut en avoir lors de grosses sessions de jeu, ça reste très léger, c'est très minime. Très rapidement pour l'audio, 2 haut-parleurs, donc stéréo. Le son est un poil saturé, surtout sur les aigus puisque ça monte très haut dans les aigus. Mais si vous ne mettez pas le volume à fond, c'est pas mal du tout. Et c'est assez équilibré. Par contre, celui du haut, on peut rapidement le boucher avec le doigt puisqu'il se trouve entre le cadre arrondi et le haut de l'écran. La position est assez délicate. Photo avec le capteur 64 mégapixels, mais ce n'est pas tout. Il y a également un capteur 13 mégapixels ultra grand angle, un capteur de 2 mégapixels pour la profondeur de champ, donc l'effet bokeh, et un capteur de 2 mégapixels macro. Le macro, on passe, je ne l'utilise quasiment pas, ça peut être sympa pour quelques clichés, mais c'est tout. Comme toujours, dans de très bonnes conditions de luminosité. Le capteur photo s'en tire très bien. Il n'y a rien à dire, l'ambiance de scène est présente, c'est détaillé et c'est dynamique. Ça peut être un peu saturé, surtout sur le rouge. J'ai pu remarquer que le rouge était un peu trop présent et ça a amené un effet un peu de décoloration, de couleur pas trop naturelle. Les photos en intérieur, forcément, il y aura un peu de grain et un peu de bruit, mais ils s'en tirent très bien. Et de nuit, l'ambiance de scène est présente. C'est le plus important. C'est moins net, c'est moins détaillé, mais l'ambiance est là. Et c'est tout ce qui importe. Avec la présence de lens flare. Et c'est pas non plus énorme. Le mode nuit n'apporte pas énormément de choses, surtout si vous n'êtes pas en condition de luminosité, mais ça permet quand même d'améliorer quelques clichés. Le mode 64 mégapixels, eh bien j'ai bien aimé. Les couleurs sont meilleures sur le visuel, c'est plus détaillé, c'est plus net, ça apporte quelque chose et ce mode est donc intéressant. Mais par contre, les photos seront bien plus lourdes. Il y a une différence de colorimétrie entre le capteur principal et le capteur grand angle. C'est un peu plus pâle, c'est un peu moins détaillé dans la logique, il y a un peu de distorsion, mais globalement les photos sont bonnes, prises avec ce capteur, et le flou d'arrière-plan des photos portraits est plutôt bien géré. La découpe est assez bonne. Et pour la vidéo 4K, c'est plutôt bien stabilisé. Ça peut avoir son importance. Pour l'autonomie, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est l'un des plus gros points forts de ce smartphone. 5160 mAh. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait du bien. Ça permet de tenir plus d'une journée en utilisation. Et que ce soit en utilisation intensive ou non, que ce soit en 60 Hz ou en 120 Hz, vous passerez la journée facilement. Entre le 60 et le 120 Hz, il n'y a pas énormément de différence sur le temps d'écran allumé. Et sincèrement, la gestion en veille, elle est géniale. On peut faire bien plus de 2-3 jours sans toucher le smartphone, très clairement. Et en plus de ça, vous avez un chargeur 33 watts fourni dans la boîte, donc votre smartphone chargera rapidement et durera longtemps. Pour le prix, c'est un smartphone attractif, un smartphone super intéressant, bien équilibré, avec une vraie proposition. Il est, complet. Il a tout ce que l'on attend d'un smartphone, surtout pour ce prix. Et actuellement, c'est très agressif, puisque la proposition de ce Poco X3 est plus intéressante et plus valorisante que sur certains smartphones milieu de gamme d'autres marques commercialisées un peu plus cher. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avismobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.